Bonsoir, donc merci d'être là. On est ô combien content de vous recevoir à nouveau. J'ai l'impression de dire ça tous les 4 mois en ce moment, mais c'est sincère. Merci de revenir nous voir pour cette rencontre avec les 2 commissaires des 2 expositions jumelles sur Paris. C'est quand même un événement assez exceptionnel, encore plus exceptionnel par temps de Covid, puisque la simultanéité a failli ne pas avoir lieu. On était ensemble, pas ensemble, et finalement, les 2 expositions, Eugène Adjé à la Fondation Cartier-Bresson, Voir Paris, et l'exposition Revoir Paris au musée Carnavalet par Henri Cartier-Bresson. Les 2 expositions ayant été organisées par le co-commissariat de Agnès Cyr, qui a créé la Fondation Cartier-Bresson, et de Anne de Montenard, qui est la conservatrice de tout le département photographique de Carnavalet, ce qui est un enjeu assez colossal. Et c'est elles qui ont eu cette idée de produire ces expositions jumelées. Elles vont devoir s'en expliquer maintenant. Et vous aurez à la fin l'occasion également de poser un certain nombre de questions. Donc Agnès et Anne, comment ça s'est passé de travailler toutes les 2 ensemble? Parce qu'un commissaire d'exposition, c'est un tempérament, c'est un regard sur une œuvre. Et là, vous avez porté vos 2 regards sur 2 œuvres. Comment ça s'est passé? On s'est engueulé tous les jours. Même pas. Non, mais je peux raconter qu'en fait, assez égoïstement, ce projet est parti d'une envie, vraiment une envie profonde que j'avais de pouvoir aller regarder avec attention les tirages dans les boîtes à Carnavalet. Et connaissant très bien Anne, je me suis adressée à elle en lui disant est-ce que c'est possible de voir des vrais adjets, de pouvoir les manipuler, les regarder, etc. Ce qu'elle a accueilli avec beaucoup de plaisir. Et puis en réfléchissant un peu, je me suis dit mais pourquoi pas faire une exposition? La Fondation a montré plein de grands maîtres de la photographie, mais pas encore adjets. Donc finalement, j'ai proposé cette idée à Anne, et puis on s'est rassemblés ensuite avec la direction de Carnavalet, avec François, pour voir si c'était possible. Et de là est née l'idée, mais puisque Adjet vient à la Fondation Cartier-Bresson, pourquoi ne ferait-on pas Henri Cartier-Bresson en même temps au musée Carnavalet pour sa réouverture? Le musée Carnavalet ayant été doté par Henri Cartier-Bresson d'une bonne collection. Donc là, je vais laisser la parole à Anne pour prendre le relais sur Cartier-Bresson. Oui, ben voilà, c'est le départ, c'était le projet de faire une exposition Adjet à partir des collections du musée Carnavalet. Et c'était difficile pour le musée Carnavalet d'envisager de se dessaisir comme ça de sa collection. Pourquoi? Non, c'était l'idée de valoriser Adjet en dehors du musée Carnavalet. Moi, cette idée m'a séduite tout de suite parce que ça permettait de proposer un autre regard sur Adjet, qui a été présenté plusieurs fois au musée Carnavalet, mais très souvent sous l'angle du sujet, du vieux Paris. Et là, la proposition d'Agnès de le montrer à la Fondation Cartier-Bresson, c'était vraiment l'occasion de s'intéresser au regard du photographe et de ne pas être simplement sur le sujet. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une très belle idée de pouvoir délocaliser Adjet du musée Carnavalet pour qu'il puisse être à la Fondation et rejoindre ce panthéon de photographes qui ont été exposés ici. Et forcément, si voilà, on envisageait ce projet de prêter un certain nombre de tirages à la Fondation, et on a imaginé une collaboration avec cette exposition Cartier-Bresson au musée Carnavalet, en s'appuyant bien évidemment sur les tirages que Cartier-Bresson avait donnés au musée à l'issue d'une exposition en 1984 qui s'intitulait Paris à vue d'œil. Et l'idée, c'était de pouvoir travailler à partir des collections de la Fondation, qui sont très très riches, et de pouvoir mener un travail de recherche dans les collections et les archives qui n'avaient pas pu être menées pour l'exposition de Oui, parce que ce qu'il faut quand 1984. même préciser, c'est que dans les 2 expositions, et c'est la chance que l'on a, que ce soit Cartier-Bresson ou Adjet, ce sont des tirages originaux dans les 2 cas, qui datent du vivant des 2 photographes. Ce qui en fait un grand intérêt, c'est qu'on a vraiment le document. Oui, enfin, c'était
Agnès, ce que tu dis, pas dans le micro, personne Non, n'entend. je disais que on ne montrerait pas des tirages non originaux d'Henri et d'Adjé. Tout le monde ne le sait pas. Non. Mais ce qui est intéressant, pour reprendre ce que disait Anne, c'est que depuis que la Fondation existe, depuis 2003, la recherche sur l'œuvre de Cartier-Bresson s'est énormément développée et Anne a marqué une étape de plus dans toutes ses recherches. Grâce au fait que Cartier-Bresson a gardé beaucoup de choses qu'il ne voulait pas montrer de son vivant aux gens qui s'intéressaient à son œuvre. Il faisait un choix photo, il faisait faire la scénographie par Delpire ou le livre par Delpire, et puis c'est tout. Et tout ce qu'il gardait sous son lit pour donner à la Fondation, c'était pour plus tard. Il a légué à la Fondation une correspondance très très riche où on peut moduler tout ce qu'il y a dans ces légendes, et puis des archives de presse, de journaux. Anne va vous raconter, elle a réussi à trouver des choses qu'on n'avait jamais vues, des publications qu'on n'avait jamais vues, des séries photographiques qu'on n'avait jamais vues, qu'il avait contenues pour la Fondation. Donc ça change les perspectives d'une exposition faite avant son décès et après. Mais pour en revenir à Adjet, avant que Anne nous parle de Cartier-Bresson, pour enchaîner sur ce que Anne disait à l'instant, quand vous dites c'est un choix différent, et c'est-à-dire que sur Adjet, on a compris que vous avez abandonné les thématiques, les sujets, vous n'avez pas été exhaustif sur tous les arrondissements, nécessairement, ce n'était pas une préoccupation, mais c'est-à-dire que comme Cartier-Bresson, vous avez regardé les photos à l'envers pour voir si elles avaient une géométrie. Comment vous êtes-vous accordé, déjà soi-même, c'est difficile de faire un choix tellement, il y a de photos d'Adjet, d'en sélectionner un peu plus d'une centaine. Comment vous êtes-vous accordé sur celles qui étaient photographiquement les plus intéressantes? Puisque, si je comprends bien, c'est ça le propos. Et oui, alors c'est vrai que c'était un peu une gageure et ça nous a pris du temps puisque la collection du musée Carnavalet est vraiment très très vaste, puisque le musée conserve plus de 9000 tirages d'Adjet. Et avec Agnès, on a entrepris de tous les regarder. Donc ça nous a pris... Je confirme. Et il fallait les trouver. Alors, moi, c'est vrai que j'étais au musée depuis quelques années à peine, donc ça a été aussi l'occasion de prendre la mesure de la collection, parce qu'en fait, les tirages d'Adjet, ils sont répertoriés, inventoriés, mais ils ne sont pas tous conservés au même endroit, puisqu'ils proviennent de différents ensembles. Donc c'est vrai que ça a pris du temps d'ouvrir toutes les boîtes. Il y avait des boîtes où il n'y avait que des Adjet, donc ça c'était bien pratique pour les regarder. Mais il y avait des boîtes où il y avait des Adjet qui étaient mélangés à plein d'autres choses. Donc en fait, quand on dit qu'on a regardé 9000 Adjet, on a regardé bien plus de photographies que ces 9000 tirages. Le choix, la question du choix, donc. Et ben, au fur et à mesure où on regardait les tirages, on notait celles qui nous plaisaient, celles qui nous intéressaient, et on faisait des reproductions de ces images, et après on les mettait dans des paquets avec des thèmes qui étaient plus des thèmes photographiques, qui rejoignaient les obsessions d'Adjet, en fait, parce que c'est petit Par à petit. exemple Les coins, les cours, les puits, comment il revient la lumière. sur des sujets. Oui, et puis on a été saisi par effectivement un certain nombre d'images qui montraient tout un travail sur la lumière qui était assez peu mis en valeur, je pense, auparavant, et ces images-là nous intéressaient particulièrement, donc on les cherchait avidement, et dès qu'on en trouvait, on était très contents. Et puis on s'est aperçu aussi que dans la collection du musée Carnavalet, il y avait un type de tirage qui était assez absent des autres collections, qui sont des tirages qui sont faits à la fin de sa vie sur un papier aluminé mat, qui donne un autre aspect aux photographies et leur donne, je trouve, un caractère plus moderne. Et donc là, dès qu'on trouvait ce genre de tirage, on cherchait aussi à les mettre de côté. Et donc, au fur et à mesure, on a consulté ces 9000 tirages, on a fait nos petits paquets, nos reproductions, et après, il a fallu affiner, sélectionner. Et pour Cartier-Bresson, ça a été le même processus? Comme sur Adjet, ce qui était aussi très compliqué, c'est que ce sont des tirages extrêmement fragiles, bien plus que ceux de Cartier-Bresson, et qu'on n'avait pas une pile comme ça avec les 300 qu'on avait retenus. Les tirages repartaient chacun dans leur boîte. Et parfois, il y en avait 2 ou 3 exemplaires à Carnavalet. Donc c'était assez compliqué de se rappeler
laquelle était peut-être la meilleure épreuve si on choisissait cette photo. C'était une gymnastique mentale assez complexe. Et finalement, comme dans chaque exposition, on réduit, on réduit, on réduit. À la fin, il y en a 200. On les garde sous le coude, on avance, on réfléchit, puis on réduit encore. Mais si je veux même être un peu provocatrice, en ce qui me concerne, Paris, je m'en fichais complètement. Il aurait photographié Marseille, ça aurait été pareil. Jamais cherché à savoir où c'était, qu'est-ce que ça représentait, quelle était la fontaine. C'est un petit peu ce que disait Anne en disant c'était bien de le sortir de Carnavalet, qui est un musée de l'histoire de Paris, puisque ici, c'était pas ça qu'on cherchait, c'était vraiment l'aspect photographique, l'aspect poétique de l'œuvre. C'est quand même une œuvre qui, je trouve... Enfin, moi, ça m'a ébloui de les regarder comme ça pendant une année, et j'espère que ce plaisir de voir, c'est ça qu'on transmet dans l'exposition. Oui, ça c'était aussi compte tenu de l'importance qu'Adjet a eue sur les photographes. C'était surtout ça que je pensais qu'on voulait rendre sensible dans la sélection aussi qu'on a faite. Et on a construit donc cette sélection nous a permis d'aller vers le livre dans un premier temps et vers l'exposition aussi dans son accrochage, puisque le livre et l'exposition dans leur déroulé sont finalement assez proches. Donc si vous avez vu l'exposition, c'est un parti pris qui est quand même un peu particulier, puisqu'on c'est absolument pas chronologique ni thématique. C'est vraiment une déambulation sensible dans l'œuvre d'Adjet. Donc c'est sûr qu'au début du parcours, on a plutôt mis les photographies faites au début et à la fin, celles faites à la fin. Mais on a plutôt privilégié des ensembles d'images qui témoignent des obsessions d'Adjet pour certains motifs ou pour certaines façons de les traiter, en fait. Et quels sont ces motifs? S'il est possible de les décrire verbalisme. Oui, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une obsession pour ces cours étroites, ou les charrettes qui s'y trouvent, ou les vieux puits qu'il va chercher au fond des cours. Une obsession pour les coins qu'on lit aussi dans les photos et puis dans les légendes des photographies. Ce travail sur les effets d'ombre et de lumière. Le goût pour les perspectives aussi, les vues en perspective de rue. Et puis une attention très forte pour les arbres qu'il a photographiés tout au long de sa vie, et puis c'est des images qui deviennent beaucoup plus lyriques à la fin de sa vie, avec des effets atmosphériques aussi qu'il finit par noter dans ses légendes, et ça c'est des choses qui sont complètement absents au début de l'œuvre. Sur les dernières images des péniches sur la Seine, il y a écrit brouillard, ou il y a d'autres images où on a vu temps de pluie. Et ça, c'est des choses qui arrivent vraiment sur la fin de la production d'Adjet. Quel a été le processus pour Cartier-Bresson alors? Parce qu'il y a la même chose. Vous êtes parti de 9000 photos également. Tu parles au micro, s'il te plaît. Je ne sais pas combien il y en a. Tu as une idée? Je ne sais pas combien il y en a. Mais en fait, on ne s'est pas dit, voilà, il y a les 80 photos qui sont à Carnavalet, ou les 80, je ne sais pas combien. À Carnavalet, il y en a 100, presque 140. Voilà, on les avait en tête, mais on ne s'est pas dit, on prend ces 140-là et on ne touche pas au reste. On est reparti de zéro en sachant qu'il y avait ces 140-là, mais comme nous, on a, depuis qu'il les a donnés à Carnavalet, récupéré énormément de tirages qu'il nous a donné, des tirages originaux, anciens, des choses qu'il n'y avait pas à l'époque, qui n'étaient pas accessibles, on est reparti de zéro et on a fait exactement le même travail. Et puis après que le choix a été fait, on s'est dit, est-ce qu'on prend celui-là ou celui de Carnavalet, celui-là ou celui de Carnavalet. Et au final, il y en a combien, Anne, de Carnavalet dans l'expo? Alors, il y a une soixantaine de tirages du musée, de la collection du musée Carnavalet qui sont dans l'exposition actuellement. Et ici, à la Fondation, le choix s'est fait sur des milliers de tirages qui n'étaient en fait pas classés sur Paris, mais dans des boîtes sur la France. Et donc, en regardant toute la production sur Paris, je me suis intéressée aussi à voir à quoi ça correspondait comme numéro de pellicule, parce qu'en fait, Cartier-Bresson a archivé aussi par bobine de film des indications un peu thématiques, etc. Donc, à partir des titres, des bobines,
essayé de voir les sujets qui avaient pu exister sur Paris. Donc on voit une attirance pour les quais de la Seine qui est manifeste. Et puis il y a des petits sujets qu'il avait fait pour la presse qui émergent aussi à travers ces titres sur les bobines. Et donc c'est comme ça qu'on a pu identifier cette série qu'il fait à son retour d'Asie à Paris en 1950, à la demande, en liaison avec le New York Times, qu'il a intitulé Paris Street Corner, où il s'installe à l'angle de la rue Royale et de la rue du Faubourg Saint-Honoré pour aller photographier les passants à différents moments de la journée. Série qui a donné lieu à une publication dans le New York Times et dans la revue Illustrated. Mais c'est vrai que c'est des publications au tout début des années 50 où les photos sont reproduites en tout petit. C'est pas hyper satisfaisant quand on imagine les publications qu'il a eues dans Paris Match avant ou après, ou dans d'autres magazines. Est-ce que ce processus sur les deux auteurs a permis de valoriser mieux des photographies qui étaient un peu passées à travers l'histoire de l'art? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans les deux cas? Déjà, pour Adjé, on a travaillé sur une collection qui n'avait jamais été exploitée en fait, au musée Carnavalet. Donc, dans l'exposition, il y a à peu près un petit tiers de photographies, de tirages qui n'ont jamais été ni reproduits ni exposés, parce que c'était collé sur des grands cartons pas facilement manipulables. Et donc, c'était un espèce de gisement. Tout le monde, on savait qu'il était là, mais il avait été très peu exploré. Et dedans, il y a des tirages vraiment d'une grande qualité, avec des densités qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ça, c'était la première découverte intéressante. Et sur Cartier-Bresson, voilà, il y a cette série Paris Street Corner. Et puis, il y a l'image de l'affiche aussi à Agnès. Quand on l'a... Elle est derrière nous. L'image voilà, qui existe, c'est un tirage qui existe ici à la Fondation. Il y en a pas d'autres, mais ça fait partie des voilà, quand on a regardé tous les tirages qui existaient sur Paris, celle-là fait partie devant les actuels Bouffes du Nord. Sauter oui, ce qu'on a aimé dans cette image, c'est qu'elle n'était absolument pas carte postale, c'était plutôt les quartiers un peu périphériques. C'est une photo très peu connue d'Henri, mais qui est très bressonienne, vraiment très bien composée avec les gens qui structurent l'image. Et cette photo, on a un tirage 18-24, c'est tout. On n'a pas de grand tirage, on n'a que ça. Comme on n'a pas le droit de tirer et pas le droit d'exploiter des choses qu'il n'a pas choisies, on se contente de ce qu'on a, mais bon, on était très content de la trouver. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres images, comme les séries dont parle Anne, au bord des quais de la Seine, le Paris Street Corner. Là-dedans, il y a pas mal d'images qui ont été très peu exposées. Et ce qu'on n'a pas dit par rapport à Henri, et sur le début, ce qu'on n'a pas dit par rapport à Henri, c'est que Henri Cartier-Bresson, il habitait Paris. Donc Paris, c'est un peu le creux de sa production dans le monde entier. C'est-à-dire, il revenait à Paris entre deux reportages, il repartait, il revenait, il repartait. Ce qui fait que parfois, il se lavait un peu les yeux en étant parti 2 ou 3 années en Asie ou une année au Mexique ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que il l'a dit lui-même, c'est très difficile de photographier un lieu où on habite. Mais finalement... c'est l'inverse d'Adjé, donc de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Oui. Adjé a beaucoup voyagé? Jamais. Avant d'être photographe, il a voyagé comme comédien théâtre ambulant. Après, on lui connaît quelques incursions à Rouen, où quand au début il travaillait, il est allé à faire des photographies à Amiens, dans l'Oise, etc. Mais après, à partir du moment où il décide de travailler sur Paris et sur le vieux Paris, à partir de 1897-98, Paris est son sujet principal, qu'il occupe complètement. Alors, Paris, mais aussi la périphérie quand même, qui mène de front, et l'Île-de-France aussi. Ce qu'on appelait la zone à l'époque, qui est le périphérique aujourd'hui, parce qu'il n'est pas tellement au-delà du périphérique. Si, il a travaillé sur toute l'Île-de-France, mais c'est vrai que dans l'exposition, et la collection du musée Carnavalet est forcément concentrée sur Paris. Et on a... Donc oui, pour quand même être...
donner une image de l'œuvre qui ne soit pas non plus trop tronquée, en fait, on a rajouté juste 2 images prises à la fin de sa vie dans le parc de Sceaux. C'est sa dernière série, qui ont été empruntées au musée de l'Île-de-France. Et puis on a emprunté dans la collection Roger Théron 2 tirages de sa série sur les prostituées, série qui est également absente du musée Carnavalet. L'idée, voilà, c'était de... Il y avait la collection du musée Carnavalet, mais on voulait quand même avoir une image d'Adjay où il ne manquait pas des pièces trop importantes. Comment expliquer que 2 photographes aussi différents, donc Adjay travaillant à la Chambre, uniquement à Paris et sur ce territoire de façon très systématique, Cartier-Bresson travaillant à Paris de façon plus fortuite, de façon plus épisodique, Paris n'étant pas foncièrement la raison de la question que je vais vous poser d'ailleurs, comment expliquer que ces 2 photographes aient d'abord été reconnus par des artistes ou des galeristes ou des conservateurs américains plutôt que d'être reconnus dans leur propre pays? C'est des raisons historiques. Non, ce sont des raisons historiques, en tout cas très clairement en ce qui concerne Cartier-Bresson. Il faisait son service militaire tout près d'Ermenonville, où il allait le week-end et où il rencontrait toute une bande d'Américains, dont Julien Lévy, qui est le premier galeriste qu'il a exposé aux États-Unis en 1933, qui était le galeriste du surréalisme. Julien Lévy expose donc Cartier-Bresson en 1933 et en 1935, mais Julien Lévy, à Paris, montre à Henri Cartier-Bresson des tirages d'Adjay. C'est comme ça qu'il les voit la première fois, puisque Adjay n'exposait pas dans les galeries, il vendait ses photos à des gens qui avaient besoin de reproduction pour peindre. Donc dans ce cas-là, c'est assez clair, et je pense que ce monsieur Julien Lévy a été quelqu'un d'extrêmement visionnaire, et je pense qu'il y a certainement d'autres choses à ajouter par rapport à Adjay. C'est surréaliste. C'est pas Julien Lévy qui a fait percer Adjay. Si, aussi, en fait. On vous parlait toujours de Bérénice Abbott, de Man Ray. Alors, Julien Lévy expose Adjay aux États-Unis quand il crée sa galerie à côté. Avant, enfin, dans les mêmes années. Dans les années 30. Dans les années 30. Et c'est vrai que après la mort d'Adjay, donc c'est Bérénice Abbott, l'histoire est connue, qui, assistante de Man Ray, a réalisé des portraits d'Adjay, veut les lui montrer, et elle va chez lui, et en fait, elle apprend qu'il est décédé, donc elle cherche à rencontrer son exécuteur testamentaire, André Calmette, et le persuade qu'elle veut qu'il faut absolument qu'il lui vende le fonds d'atelier parce qu'elle va s'occuper de la valorisation de ce travail. Donc Calmette accepte de lui vendre le fonds, mais elle l'achète grâce à l'argent de Julien Lévy. Et donc les deux vont s'occuper de valoriser Adjay aux États-Unis de façon différente. Julien Lévy à travers la galerie, sans vendre beaucoup de tirages, donc il en a conservé beaucoup dans sa collection. Donc ça finit aussi dans des collections américaines quand Julien Lévy s'est dessaisi de sa collection ou après sa mort. Mais les deux ont décidé, et puis Bérénice Abbott, elle a fait des portfolios, des retirages et le premier livre sur Adjay. Et puis, au début des années 1960, ils se disent que c'est important que cette collection soit dans un musée. Donc elle est cédée au musée d'art moderne de New York, où elle a été étudiée, où il y a eu un travail historique très important qui a été fait à partir des tirages, des négatifs qui faisaient partie de ce fonds, plus des documents d'archives qu'avait recueilli Bérénice Abbott et sur lesquels a travaillé Maria Maurice-Sambourg pour établir une chronologie de l'œuvre, trouver un système de datation à partir des numéros, des tirages, des négatifs que Adjay inscrivait au dos. Et donc la valorisation d'Adjay, elle a vraiment démarré aux États-Unis parce que les institutions parisiennes avaient acheté énormément de tirages à Adjay de son vivant, mais pour remplir des besoins documentaire. D'où le mélange avec les autres photographes dans le fond Carnaval. Oui, voilà, dans ce qui s'appelle la partie du fond topographique, donc où les photographies sont classées par rue.
par quartier, par rue. Et donc, Mais alors, là, il faut que vous nous aidiez, parce que quand on visite l'exposition, et moi j'adore aller derrière les visiteurs, écouter un peu les commentaires. Il y a des amis qui me commentent l'exposition après l'avoir vue ici, je n'étais pas là. Tout le monde est fan de retrouver la Bièvre. Chacun se dit ah c'est extraordinaire, on retrouve la Bièvre, on n'imagine pas. Chacun cherche son quartier, celui de ses aïeuls, ne le trouve pas nécessairement parce que je veux dire le temps a passé et que les choses ont changé. Comment vous pouvez nous aider, visiteurs, à se départir de cette nostalgie, de du sujet et de la nostalgie du sujet pour regarder l'image? C'est quoi le truc? Le sujet, on ne cherche pas à l'évacuer nécessairement. Je pense que ce qui est intéressant, moi j'aime bien être sur ce fil, cette double lecture où on est à la fois on peut être intéressé par un sujet et par la façon de le représenter, ou bien oublier complètement le sujet parce qu'on est plutôt porté par la composition et l'image. Donc on est sur un fil et puis ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. Agnès? En ce qui me concerne, le sujet, ça ne m'intéresse pas. Je regarde jamais de quoi il s'agit. Tu n'aurais pas pu être conservatrice à Carnaval? Peut-être pas. Peut-être pas. Mais c'est pas foncièrement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment le tirage me parle. Le tirage aussi, c'est une notion très importante parce que il y a pas mal d'images. Normalement, dans notre dos, il y a une projection pendant l'exposition des petits métiers d'Adjé, parce que ces tirages sont tellement fragiles qu'il y en a beaucoup qui se sont effacés. Et donc, quand on a choisi pour l'exposition, ces photos des petits métiers sont formidables, mais elles ne sont pas exposables parce que la qualité du tirage n'est plus bonne. Donc, on les a projetées. Donc, quand le choix qui est fait, et ça, tout le monde, tous les spécialistes disent, mais vous avez fait un choix d'une qualité quand même étonnante. Pour moi, ça joue beaucoup. Et puis, par exemple, j'ai noté une phrase de Jean Leroy en 62 qui me plaît beaucoup à propos d'Adjé. Les becs de gaz ont une âme quand le photographe en a une à leur donner. Voilà, moi c'est comme ça que je regarde. Je me laisse impressionner par ce que je vois et après éventuellement je vais regarder quelle est la légende. Évidemment, quand c'est le 79 ou des archives, on regarde, mais voilà, c'est pas... Ça, vous le trouvez dans la vitrine là-bas, le 79 des archives. C'était un pressing. Oui, c'est un pressing. Le pressing a traversé la rue maintenant, mais il y a toujours un pressing. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'on n'a peut-être jamais autant envie de s'intéresser à un sujet qui est représenté dans une image, que quand l'image est elle-même bien composée, qu'elle invite à regarder. Et ça, c'est une expérience que j'ai pu faire en regardant quantité de photographies dites documentaires, d'architecture. Et en fait, les photographies, il y a plein de photographies, on n'a pas envie de les regarder. Et paradoxalement, on parle de photographie documentaire, et en fait, on les regarde que si on a une vraie raison de les regarder, parce qu'on cherche déjà une information sur tel ou tel endroit. Et là, c'est le contraire, en fait. C'est la composition qui, tout d'un coup, fait qu'on va s'intéresser à un sujet dans lequel on serait passé, parce qu'on ne voit rien, sinon. Henri Cartier-Bresson adorait qualifier les gens qui travaillent dans la photo en disant « il a ou il n'a pas un œil ». Et c'était très radical quand c'était définitif. Il pouvait y avoir des gens très prestigieux du métier, ils disaient « il a un œil, il n'a pas un œil », c'était quelque chose de le regard. Mais quand même, ça s'éduque le regard, j'imagine. Comment expliquer l'influence énorme de deux photographes aussi différents que Cartier-Bresson et que de Eugène Adjette? Jusqu'à aujourd'hui, je vois la moitié de la salle d'une génération, la moitié d'une autre génération. C'est drôle d'ailleurs, parce que c'est le même côté. Et c'est le privilège d'être ici, on voit des trucs. Mais comment expliquer, et d'ailleurs dans toutes les fois où je suis allé voir les visiteurs, il y avait des visiteurs de toute génération pour Eugène Adjette. Mais là, je parle des photographes. Comment expliquer que des photographes se sont si nombreux reconnus dans une généalogie, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, soit Cartier-Bresson, soit Adjette, soit les deux, mais l'ont revendiqué. Pourquoi ce pouvoir d'influence aussi énorme de ces deux personnages?
Bah ça, enfin, ça fait partie des interrogations, enfin, comment dire. Moi, c'est ce qui m'a toujours marqué en parlant d'Adjé, c'était la réaction des photographes par rapport au travail d'Adjé. D'un côté, on pouvait lire des textes universitaires qui parlaient de photographie frontale. Alors, ils avaient ils ont en tête que les photographies pardon, le nom m'échappe, là, des heurtoirs, pardon, des heurtoirs et des choses comme ça. Et puis, Raymond Depardon, que vous allez pouvoir écouter dans 2 jours, il me disait « Oh, Anne, t'as vu cette image, c'est incroyable le grand angle qu'il a utilisé. » Moi, je lui disais « Alors là, Oui, il parle beaucoup matos, vraiment. Non, mais c'est pas entre la vue frontale et le grand angle, je me dis « Oula, on parle pas de la même chose. » Et je me dis, en fait, les gens ne voient pas la même chose. Et je me disais que les photographes voient dans Adjé des choses que peut-être les autres ne voient pas. Après, je pense que ce photographe qui, pendant 30 ans, cherche à cerner un seul sujet et sans en chercher un autre et cherche à l'épuiser, ça a quelque chose de fascinant aussi. Il y a une détermination, une obsession qui fascine. C'était un des premiers conceptuels. Bon, je pense non, je pense qu'il a fait ça, que ça répondait à ses obsessions, c'était son moyen de vivre, enfin ça répond à plein de choses chez Adjé, puis comme il n'a rien écrit, de toute façon on peut broder tout ce qu'on veut. On peut raconter tout ce qu'on veut. Enfin, la seule chose qu'on sait, c'est que quand il cherche à vendre sa collection de négatifs à la fin de sa vie, il y tient énormément et qu'il est quand même très très soulagé qu'elle soit achetée par le service des Beaux-Arts par l'État français. Bon, c'est un grand soulagement. Donc ça c'est Il a conscience d'avoir une œuvre. Oui, d'avoir accompli quelque chose qui a une valeur. Il ne parle pas d'une œuvre, hein, jamais. Non. Micro. Non, il ne parle pas d'une œuvre, il parle d'un ensemble de documents, je ne sais pas quel est le mot exact. Mais le mot œuvre, le mot artiste, tout ça, il n'utilise pas. Henri non plus d'ailleurs. Mais je pense que Adjé est quelqu'un qui intéresse énormément même les très jeunes générations de photographes, par son côté aussi, l'aspect assez vide souvent des images, quoique si on regarde bien, on voit qu'il y a pas mal de monde dans les coins, ou des fantômes flous, ou des choses comme ça. Mais c'est assez séduisant pour toute une génération de photographes qui a été intéressée par l'école de Düsseldorf, par exemple, et qui travaille à la chambre. Donc ça, c'est un modèle, moi je comprends très bien que ça les intéresse, parce qu'à la fois c'est des petits tirages, 18-24, très soignés, beaucoup de poésie, il n'y a aucune froideur, et en même temps il y a cette modernité qui n'existe nulle part. Cartier-Bresson, c'est plus difficile d'avoir envie de le copier aujourd'hui, parce que c'est une photographie de rue, à la période où il la faisait. Je comprends que ça soit pas d'un intérêt du même ordre. Voilà. Bon, il a pourtant été revendiqué comme une influence pour des photographes suffisamment différents. Camille Leibovitz, qui dit qu'elle est rentrée en photographie par l'influence de Cartier-Bresson. Le personnage, mais bon, sa photographie à elle n'a rien à voir avec. Voilà. Et puis je crois qu'il y a une attention à des sujets assez modestes aussi chez Adjé qui est vraiment intéressante et qui montre que tout peut être photographié. Et ça, Maria Maurice Hambourg le racontait assez bien dans un film que j'ai vu qui était consacré à Bérénice Sabot et qui racontait sa découverte d'Adjé. Elle racontait à quel point, pour les photographes américains, la découverte d'Adjé avait agi vraiment comme une espèce de déflagration, parce que tout d'un coup, ils disaient bah oui, on peut faire des photos dans la rue, on peut photographier des sujets modestes, avec la photographie à l'époque aux États-Unis où il y avait une ambition artistique qui passait pas par la modestie du sujet ou par l'idée d'être en dehors d'un studio ou d'une photographie composée. Donc ça a été et Peter Galassi l'explique aussi assez bien dans le texte qui est dans le livre sur Adjé. Ça me mène à une question piège. Pour vous qui adorez rien de mieux que de regarder des collections constituées, terminées, puisque le photographe souvent a disparu et on en a l'œuvre dans son intégrité.
on voit là, entre Cartier-Bresson et Adjet, deux photographes qui photographient Paris, on va dire une génération et demie, 2 générations de différence. Et aujourd'hui, je veux dire, si l'on devait photographier Paris aujourd'hui, c'est quel Paris? C'est comment? Qu'est-ce qui resterait? Alors, est-ce que ce Paris moderne qu'Adjet n'a pas photographié, le Paris de Haussmann, le moderne pour lui, deviendrait ce qu'il faut photographier aujourd'hui? Est-ce qu'il faut photographier les tours de Jean Nouvel, Porte d'Ivry? Ça serait quoi photographier Paris? Ça serait quoi photographier Paris aujourd'hui? C'est avoir du talent d'abord. Et ça m'est égal ce qu'il photographie. Je ne pense pas qu'il faille faire le Paris moderne, le Paris vieux. Il faut avoir du talent, quelque chose à dire, une expression. Et c'est pas facile parce que Paris a été beaucoup photographié, comme New York. Hein, c'est un autre sujet qui a été un peu rabattu. Mais avant tout, c'est la façon de regarder et le talent. Pour moi, il n'y a pas d'autre raison. Anne? C'est un vaste sujet. Hein. Oui, Oui, ça, c'est la question du regard qui compte. Parce que qui rejoint les missions photographiques que donnent toutes les villes, tous les départements, toutes les régions depuis la mission photographique de la DATAR. Maintenant, c'est le grand DADA. Il y a peut-être que Paris qui a échappé, puisque ça a été fait sur la banlieue. Curieusement, photographier Paris aujourd'hui, y a-t-il des références à regarder importantes? Ça me fait gros yeux, il y en a une que j'ai oubliée ou... Non. Les commandes, là, il y a des commandes actuelles qui sont sur le Grand Paris, mais qui incluent Paris aussi. C'est pas juste autour. Paris en fait partie. Là, les commandes du CNAP et des ateliers Médicis. La curiosité des photographes semble aller beaucoup vers l'extérieur. Oui. Après, les sujets sont immenses, quoi. Enfin, oui, c'est plutôt la qualité du regard qui va compter. Hein. Mais puis il y a des photos qu'on fait plus aujourd'hui aussi, avec toute la question du droit à l'image. Je pense qu'il y avait des photographies que faisait Cartier-Bresson, ça s'est un peu évanoui à partir des années 90 déjà. Est-ce que le travail documentaire, néanmoins, si on a le droit de l'aborder un instant, est un travail qui est une ressource pour toutes sortes de choses? J'ai juste un exemple très récent que nous, on a vécu ici à la Fondation Cartier-Bresson. Je ne sais pas si vous avez trouvé facilement le chemin la première fois, mais il n'y a pas d'enseigne dehors. Ça fait 1 an et demi qu'on essaye de mettre une enseigne sur la façade. Il y avait avant une enseigne Renault qui était là depuis bien longtemps, mais remplacer une énorme enseigne Renault par une enseigne Fondation Cartier-Bresson, c'est la croix et la bannière. On nous l'a fait changer, on nous l'a fait déplacer, on nous l'a fait éclairer autrement. Enfin, c'est un casse-tête pas possible. Alors quand on regarde les photos de Adjet, on voit que Paris était couvert d'enseignes. C'est même assez intéressant graphiquement. Ça fait partie d'une construction. Ça fait partie d'une construction du paysage. Pardon? Non, Agnès dit elles sont toutes à Carnavalet. Les enseignes, oui. Mais pas toutes, mais c'est vrai qu'on a 2 belles salles. Non, mais ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, l'histoire vue à travers des photographes est une ressource utilisée par des gens qui doivent planifier l'aspect de Paris, l'urbanisme, son aspect esthétique? Est-ce qu'à votre connaissance, ça se fait ou pas? Ça, c'est difficile de savoir ce qu'utilisent les gens aujourd'hui, parce qu'avant, pour regarder les photographies, les gens venaient voir les tirages originaux dans les institutions. Aujourd'hui, les photographies anciennes, hein, je parle après, il y a les livres, et puis avec maintenant, comme l'essentiel, beaucoup est accessible en ligne sur Internet, c'est très difficile de connaître l'utilisation qui est faite des photographies. Merci beaucoup pour ces deux expositions que nous avons eu la chance de visiter. Évidemment, même si ce n'est pas le sujet qui est le plus important parfois, c'est le ressenti. Qu'est-ce que vous pensez de cette série sur Paris? Parce que, mine de rien, on est quand même attiré par le sujet. Et est-ce qu'il ne manquerait pas au moins un 3e photographe qui a fait Haussmann, avant, après, on ne rappelle plus son nom, pour ceux qui sont attirés, et voir cette continuité, par exemple. Puisqu'on a eu la chance que la photo démarre vers, on va dire, 130, 140, avec un regard différent. Et la deuxième remarque que vous avez déjà commencé à faire, et qui est limitée, qui est due visiblement à la technique, c'est que les rues sont vides, ou presque.
mais c'est aussi dû à la limite des techniques de l'époque. Et ça, comme vous avez dit, ça peut attirer, ça attire, le vide attire en quelque sorte. C'est le vide des rues d'Adjay, c'est à la fois la technique, oui, un temps de pause qui est long et qui fait qu'on a aussi quelques jolis fantômes dans ces images. Mais il y a un autre élément, c'est qu'il n'y a pas de voiture. Hein. Et les voitures, ça occupe quand même pas mal de place dans les rues de Paris. Il manque les gens chez Adjay. En fait, les gens, il y a des rues vides, mais les gens, on en a trouvé, ça, on a oublié de le dire. C'est ce qui nous a aussi, ça faisait partie des thèmes qui nous intéressaient avec Agnès au début. C'est que des gens, il y en avait, alors ils ne sont pas très grands, mais il y en a pas mal dans les images d'Adjay. Parce qu'en fait, quand il était avec son trépied à faire des photos, il attirait beaucoup l'attention dans la rue. Et donc, on voit des gens qui sont aux fenêtres ou des gens sur le pas de la porte qui sont là vraiment en train de le regarder faire. Et puis, quand on disait toutes ces informations qu'on cherche sur Adjay, parce qu'il n'a pas laissé beaucoup d'informations, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais tous ces gens qui l'ont vu travailler, qui nous ont rien transmis. En fait, si vous regardez de façon attentive, il y a quand même des personnages dans les photographies d'Adjay. Excusez-moi, quand on regarde les premiers films sur Paris et les photos d'Adjay même à la fin, parce que c'est quand même contemporain, il y a une différence de densité de population qui est gigantesque. Ah oui, c'est sûr qu'il est. C'est ça qui est aussi. C'est sûr qu'il opère à des moments où, pour avoir la rue, on est soit le matin et c'est un choix, c'est un regard. Il y a quand même une énorme différence entre l'approche de Cartier-Bresson à un certain moment de sa carrière, c'est-à-dire qu'assez rapidement il découvre le Leica et cette agilité à pouvoir prendre des personnages, etc. Là où Adjay, pour avoir une qualité photographique avec des films plus lents, une époque où l'image nécessitait un trépied, on n'avait pas la possibilité d'être aussi agile face à des situations. Donc c'est là aussi où il y a une rupture passionnante dans les deux cas des époques différentes. C'est qu'ils ont amené... Parce que la photographie c'est toujours nourri de la technique qui n'a cessé d'évoluer. Tous les 10 ans, il y a une révolution en photographie, depuis l'invention de la photo, que ce soit les films, les instantanés, le format, etc. Le numérique, maintenant, on n'en parle pas suffisamment. D'ailleurs, on n'en parle plus, mais au début des années 2000, tout le monde parlait du numérique, alors le tirage, alors la prise de vue, alors la transmission, etc. Aujourd'hui, c'est banal. Bon. Et d'ailleurs, il y aurait eu des gens avec leurs appareils photo autour d'Adjay pour prendre en photo en train de photographier. Peut-être aurait des documents. Je dois dire que pour avoir vécu l'expérience avec Raymond Depardon à New York il y a 5 ans, où on était dans les rues au moment de l'élection de Macron avec une chambre, il y avait même un drap rouge sur la tête, ça n'intéressait personne. Il n'y avait personne autour. C'était une banalité totale. Donc les choses évoluent de ce point de vue-là et on n'a pas toujours les mêmes documents. Mais la technologie est très importante et c'est une grande rupture d'un photographe à l'autre. Chacun, Adjay s'est départi du travail qui était uniquement, je crois que tu l'as effleuré Agnès tout à l'heure, un service rendu pour documenter ou pour les peintres ou pour d'autres activités qui avaient besoin de documents. Il a poursuivi un projet personnel, une quête personnelle. Et Cartier-Bresson, lui, a fait la même chose, mais à une autre époque, avec d'autres moyens techniques. Enfin, je ne sais pas si vous voulez compléter là-dessus. Oui, parce que ce qu'on peut dire, c'est que Cartier-Bresson, quand il a vu les premiers Adjay, a été absolument fasciné. Il n'était pas du tout encore photographe. Il a photographié ensuite, il a commencé à photographier en Afrique, où il est parti en voyage pendant une année. Mais ces premières images, c'est quand même, la plupart du temps, des copies d'Adjay. Il travaille avec un appareil, je ne sais plus comment il s'appelle, le Cross. Oui, ouais, c'est ça. Et il imite Adjay, mais consciemment. C'est ainsi que dans l'exposition à Carnavalet, on a mis un petit montage au début qui montre des photos d'Adjay, des photos de Cartier-Bresson croisées. Cartier-Bresson s'en est tout de suite départi de tout ça, mais
à Rouen comme à Paris, il a photographié à la manière d'Adjé des victimes, des mannequins, des natures mortes, des choses comme ça, parce que ça l'avait absolument impressionné. Et puis autre chose qui est à dire, et c'est plutôt à toi de le dire, c'est que cette histoire de Leica, c'est aussi grâce à cette exposition qu'on a trouvé quand Henri... Ah oui, bah c'est vrai que ce fameux appareil Leica, où dans toutes les histoires de la photographie, il est écrit qu'il l'achète en 1932 à Marseille. Mais c'est vrai, comme disait Agnès, ça paraissait toujours un peu bizarre d'imaginer auprès de qui il aurait pu acheter, etc. Bon, en fait, ce Leica, il l'a acheté un peu plus tôt, sans doute à l'automne 1931 et à Paris. Donc ça tombait bien pour l'exposition chez Tiranti, rue Lafayette. Donc tout ça, c'est des éléments que Dans le micro. ce sont des éléments que la correspondance ou les carnets de notes et des choses comme ça sont très précieux pour découvrir. Une autre question. Quelles sont les différences notables, s'il y en a, entre le fonds que possède le MoMA et le fonds que possède Carnavalet? Dans la collection Adjé, Oui. alors au MoMA, ils ont à la fois des négatifs, qui étaient des négatifs qui restaient dans l'atelier d'Adjé, qui n'avaient pas vendu à l'État en 1920. Mais il y a aussi une autre partie des négatifs qui avait été récupérée par Calmette pour les donner aussi à l'État français. Donc en fait, il y a un peu plus de 4000 négatifs qui ont été récupérés par l'État français, et je pense qu'il y en a 1 millier qui sont partis à peu près au MoMA, plus des tirages, qui étaient les tirages qui restaient également dans l'atelier d'Adjé. Et donc, les tirages qui sont dans la collection du MoMA, c'est des tirages qui couvrent bien toute la carrière d'Adjé, et en particulier les dernières images qui sont pratiquement absentes des collections publiques parisiennes, les dernières images qu'il fait à la Foire du Trône et qui ont tellement fasciné aussi les surréalistes. Alors ça, c'est vrai, dans les collections publiques parisiennes, on ne les trouve pas du tout. Et la collection du musée Carnavalet, elle a la particularité, en fait, elle est constituée de plusieurs ensembles, un ensemble de tirages qui ont été achetés auprès d'Adjé, de son vivant. Le musée Carnavalet est un des premiers musées à avoir acheté des tirages à Adjé à partir de 1898, bon, à partir avec un intermédiaire, et puis pendant toute sa carrière, le dernier album, il est acheté et payé juste après le décès d'Adjé. Donc ça, c'est un premier ensemble. Et puis le musée il avait comme ça déjà bien 2 000 à 3 000 tirages. En 1950, il y a une collection qui était chez un libraire de plus de 3000 tirages d'Adjé, 3600, et le musée a procédé à cette acquisition en 1952, donc ça c'est le deuxième ensemble. Et puis on a un troisième ensemble au musée Carnavalet, qui est un ensemble qui est organisé de façon topographique. Il n'y a pas que des tirages d'Adjé, mais une grande partie, 80% des documents, c'est des tirages d'Adjé. Et à côté, il y a des cartes postales ou des éléments découpés dans des journaux. Et tout ça couvre la période 1901-1925. Et donc, c'est cet ensemble-là dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était inconnu. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas trop comment c'est arrivé dans les collections du musée Carnavalet, mais il y a presque 3000 tirages d'Adjé dans cet ensemble-là. Voilà. Donc, la collection du Carnavalet, elle est constituée de trois ensembles, alors que celle du MoMA, c'est le fonds d'atelier d'Adjé. Tout ce qui restait chez lui après son décès. Ce qui est très intéressant, c'est que donc, en France, il y a des collections vraiment très riches en ce qui concerne Adjé. La collection du MoMA est une bonne collection, mais ce qu'il a valorisé énormément, c'est le travail phénoménal qu'ont fait Sarkovsky et Maria Morissembourg. Il y a 4 ou 5 volumes, 5 je crois, sur Adjé, avec des études très approfondies, et cela à partir de l'acquisition en 68, donc dès le début des années 70, j'imagine, et les années qui ont suivi. Et c'est en cela que les États-Unis étaient bien en avance sur l'Europe, sur l'étude, l'histoire de l'art, l'histoire du médium photographique, enfin, de donner la possibilité à un conservateur de travailler si longtemps sur une œuvre et d'apporter des choses définitives sur l'œuvre. C'est bien plus tard que c'est arrivé en France. Quand tu dis définitif, réfléchissez si vous avez encore des questions à poser, parce qu'on va arriver bientôt à la fin. Moi, j'en ai 2 là. Quand vous dites définitif,
le travail énorme que vous venez d'accomplir sur le rapport à Paris de Henri Cartier-Bresson et de Jeanne Adjet, sous cette approche de la poésie, de la poésie du regard, est-ce que vous pensez que, parce que comme Anne de Mondenard disait au début, ce n'est pas la première exposition d'Adjet, ce n'est pas la première exposition d'Henri Cartier-Bresson, mais là, vous y avez mis une énergie, un temps assez considérable, vous êtes mis à deux. Est-ce que vous pensez que si on reprend dans 10 ans le même sujet, après voir Paris et revoir Paris, on pourra encore revoir ou voir encore ou de nouveau une approche, c'est sans fin, une œuvre, et la façon dont on peut la malaxer, on peut la représenter. Je pense que c'est le propre des grandes œuvres, de pouvoir être malaxé, revu, revisité, et c'est ça qui est intéressant, et j'espère bien qu'il y aura d'autres regards sur Adjet, voilà, et on fait des recherches. C'est vrai qu'en photographie, c'est quand même un domaine qui est assez récent, et donc moi j'ai l'habitude de dire que dès qu'on gratte un peu, on trouve toujours quelque chose, et c'est ça qui m'intéresse, et j'espère que ça va durer encore longtemps. Agnès, tu as déjà des regrets sur ce que vous auriez pu faire autrement? Tu as déjà des pistes sur comment vous pourriez faire autrement? Non, j'ai pas de regrets, j'ai pas de pistes. Ça a été déjà assez compliqué, puis cette expo devait avoir lieu en novembre, donc tout a été décalé petit à petit, et donc toute l'énergie l'histoire ne retiendra pas ça, l'histoire intellectuelle retiendra aussi. le Non, choix. mais bon, moi je me suis pas repenchée sur les archives et sur ce qu'on aurait pu faire au lieu d'eux. Non, ce que je crois, c'est qu'effectivement, d'abord, les yeux des gens qui regardent, les yeux et le cerveau des gens qui regardent comptent énormément. Donc, comme tout à l'heure, je parlais des becs de gaz, si on leur donne une âme, c'est pareil. Si on donne une âme à un tirage que nous, on n'a pas choisi parce qu'il plaît à un autre, voilà, l'autre va le mettre au mur, et peut-être cette photo va être époustouflante, et nous, on ne l'aura pas choisi. Je pense que ça, c'est effectivement le propre des grandes œuvres, auxquelles on peut fouiller et ressortir des choses. Et le terme définitif que j'employais, c'était pas définitif du point de vue des choix, c'était plutôt définitif au sens scientifique du terme, comme maintenant on sait où est-ce qu'il a acheté son Leica, et donc c'est intéressant parce que les mois d'avant ça peut pas être ça, les mois d'après ça doit être ça, etc. Donc c'est des choses comme ça, mais le goût évolue, donc il y a des images qui ont été choisies par exemple dans Vive la France, à l'époque, un des ouvrages de Cartier-Bresson qui est sorti en 69 à peu près, je crois 69, qu'on ne publierait plus maintenant, et qu'il a choisi lui, à l'époque, quoi. Ça change. Et de ce point de vue-là, ce sera ma dernière question, et peut-être après une dernière question du public, parce qu'on arrive au terme de cette rencontre, mais est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur l'approche que vous avez eue des deux catalogues, et notamment de la façon dont ils sont imprimés, dans les photos où ils sont représentés, et ce en quoi vous avez aussi là-dessus prêté une attention particulière? Pour Adjet, c'était le premier sur lequel on a travaillé, ce qui paraissait important par rapport à tout ce qui existait déjà, de pouvoir reproduire les tirages dans leur colorimétrie, c'est-à-dire en couleur, en quadri, et puis de s'intéresser à l'ensemble de... Il faut expliquer un peu ça. Oui, parce que souvent Adjet, il est reproduit en noir et blanc, et en mettant juste un espèce de jus coloré, et tous les tirages, quel que soit leur aspect d'origine, dans le livre, ont tous la même teinte, un peu bistre. Et là, dans l'exposition, vous voyez qu'il y a des tirages qui sont plus gris, d'autres plus rouges, d'autres plus jaunes, etc. Et ça, je trouvais intéressant qu'on puisse l'appréhender dans les reproductions aussi. Donc c'est pour ça que les tirages ont été reproduits en couleur. Et puis souvent, les tirages, ils sont aussi recadrés. Adjet, il travaillait de façon assez artisanale, et il coupait ses tirages de façon pas très propre. Donc il y a des bouts qui dépassent, il y a les marges noires, etc. Donc cet aspect d'objet un peu particulier, on voulait aussi qu'il soit sensible dans l'ouvrage. Donc on n'a pas recoupé, comme dans l'exposition, on montre l'ensemble de l'objet. Dans le livre, on a voulu faire la même chose. Et on a eu la chance de pouvoir faire les corrections de gravure, enfin pas nous, celui qui les a fait, le photograveur,
de pouvoir le faire En voyant les à tirages. côté des tirages originaux. Donc là, la colorimétrie a pu être vraiment approchée de façon très très fine sur. Voilà sur cette bien, par image. exemple, une évolution du regard, puisque c'est des choses qu'on ne faisait pas avant, au contraire, on corrigeait, et maintenant, vous Bah, souhaitez plutôt respecter. Oui, c'est ça, c'était plutôt unifié avant et puis tout bien coupé au cordeau. Et là, on a fait un peu le contraire. En fait. Pour Cartier-Bresson, Bah, les tirages sont différents. Donc on a demandé également une reproduction en quadrille parce qu'il y avait des tirages de toutes les il y a des tirages de toutes les époques dans l'exposition. Et l'idée, c'était de vraiment les tirages faits par Cartier-Bresson dans les années 30 qui sont très gris, de pouvoir les distinguer des autres tirages. Voilà. Dans les années 40, des années 40. Il y a aussi beaucoup de couleurs différentes, peut-être un peu moins que chez Adjet. Mais... peut-être que les bordures sont plus régulières chez Cartier-Bresson, avec son fameux oui, filet. non, mais il n'y a pas de filet. Hein. Alors pourquoi filet, pas filet? Non, On mais peut rappeler en 2 secondes pourquoi filet, pas filet? À partir de 68, quand il a décidé d'arrêter la photo, il a voulu mettre le filet noir du négatif, le laisser au bord de l'image pour qu'on ne la lui recadre pas. Et donc c'est devenu quelque chose un standard pour Cartier-Bresson et pour beaucoup de photographes après, alors qu'en fait, pour lui, c'était pas du tout une esthétique, c'était une commodité pour qu'on lui sache qu'on n'allait pas lui recadrer sa photo quand elle était publiée. Or, jusqu'en 68, il n'a jamais mis un filet noir autour des photos, et nous, les tirages qui sont dans l'expo, il n'y a pas de filet noir, puisqu'il y en a la moitié ou les 2/3 qui datent d'avant 68. Donc, Bon, ça c'est l'objet d'une autre conférence d'une heure merveilleuse oui. qu'Agnès pourra faire. Enfin, un autre jour. c'est pas très intéressant, mais par contre, en ce qui concerne Si, c'est Adjet, intéressant. Je pense qu'il n'y a pas un livre aussi bien imprimé que le nôtre. On a regardé d'ailleurs, il y a peu de livres en France qui existent encore, mais même les livres américains qu'on a vus. Mais pourquoi? Tout simplement parce que nous, on a eu la chance incroyable que le photograveur qui est à Paris ait pu, grâce à Anne et à Paris Musée, avoir accès aux épreuves qui étaient à l'atelier de restauration de la ville de Paris pour être encadrées. Donc toutes les épreuves étaient là et il est venu passer une journée ou deux à corriger, en voyant les épreuves qu'il n'a pas touchées, qu'on lui a présentées, etc. Vous imaginez quelqu'un qui fait une rétrospective d'Adjet avec des tirages qui viennent de la Terre entière, c'est impossible d'avoir cette qualité. Là, c'était une chance et on l'a saisi au vif, mais ça, c'était très Qui n'a pas encore son catalogue? Merci à Nomona, merci à Nessir, et merci à vous d'être venus.